Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 44. Salut Adrien, comment vas-tu ? Salut Thomas, bah ça va très bien. C'est à toi qu'il faut demander, surtout parce que est-ce que ça va mieux Ça va justement. mieux, oui, Ça va oui. mieux, tu es moins malade. Rassurez-vous, toujours debout, bien Toujours debout. sûr. Ok. Tout va bien, cet épisode est sponsorisé par la Grimpette. Voilà, Eh oui. on embrasse tous les escalados, bien sûr, de France et de Navarre. Parler en off, c'est ça, parce que je vais raconter toutes mes histoires d'escalade, voilà. Genre faites de l'escalade, Oui. c'est très bien pour le corps et pour l'esprit. Voilà, un Oui. esprit sain dans un corps sain. Je pense que mon corps est un temple, je te le dis. C'est tout, j'arrête. On peut continuer. Pop News, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un débrief de l'actualité de l'escalade chaque semaine, mais un débrief de l'actualité pop culturelle toutes les semaines, tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv/p0pnws, mais aussi sur YouTube, et dans vos oreilles sur les plateformes de podcast tous les mercredis. On fait ça en classique avec les news, les brèves, le point box-office d'Adrien, le gros sujet qu'on a décidé de dédier cette semaine aux habitudes de consommation des séries sur les plateformes de streaming. Est-ce que le binge-watching, c'est, on va dire, le monolithe ? Est-ce que tout le monde fait ça maintenant ? Ou est-ce qu'il y a encore une part pour les diffusions hebdomadaires ? Quelles sont les habitudes de consommation et comment les plateformes de streaming font-elles pour y répondre ? Voilà pour le gros sujet de la semaine. Il y aura un radar des sorties, bien entendu, ainsi que des recos en fin d'émission. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, Non, une petite mais non, annonce avant de partir, bien sûr. N'oubliez pas de rejoindre notre Discord, de balancer des petits likes partout où vous nous voyez, de rejoindre notre page Ko-fi si vous voulez financer cette émission. Et enfin, petite annonce pour la semaine prochaine, le live n'aura pas lieu lundi comme d'habitude, mais exceptionnellement décalé à mardi soir, donc le 30 avril à 20h30 comme d'habitude sur Twitch et sur YouTube. Parce que moi je serai pas là lundi. N'hésitez pas à noter dans vos agendas parce que les notifs Twitch sont pas dingos. Et Exactement. Est-ce que ça va décaler la sortie de l'épisode En principe, podcast ? Normalement, non. Mais ça devrait aller. un taf plus rapide à faire. Mais normalement, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Parce qu'on est des professionnels, c'est bien ça ? Oui, les professionnels de la podcasterie, bien entendu. Exactement, tout à fait. Voilà. Écoute, on va partir tout de suite sur les news de la semaine avec The Witcher. The Witcher qui a débuté son tournage de la saison 4 sur Netflix il y a quelques jours, et Netflix en a profité pour annoncer le tournage, qu'on va dire back-to-back de la saison 5 avec la saison 4. Donc, première annonce, il y aura une saison 5. Deuxième annonce, elle arrivera relativement vite puisque les deux saisons vont être tournées en même temps, avec Liam Hemsworth à la place de Henry Cavill, rappelons-le, dans le rôle de Geralt de Rive. Mais, et ça c'est une annonce qu'on n'attendait pas spécialement, c'est que la saison 5 sera aussi la dernière de cette série, adaptée des romans d'Andrei Sapkowski. Voilà ce que nous dit Lauren Schmidt-Isrich, qui est donc la showrunneuse de la série. Nous sommes heureux de pouvoir donner au livre d'Andrei Sapkowski une conclusion épique et satisfaisante. Voilà donc pour The Witcher. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont pas arrêter, qu'ils vont pas continuer à adapter, on va dire, cet univers avec des spin-offs, mais pour la série, entre guillemets, Vaisseau Amiral, ce sera terminé d'ici 2026, on imagine. Ouais, ça peut aller assez vite. Bon, et puis avec le départ d'Henry Cavill, peut-être que les audiences vont un petit peu baisser, quoi. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec la nouvelle saison. Et si je me souviens bien, c'est des Project Red, Project Red, si on le prononce dans la langue du studio. C'est déjà lancé dans la création d'un The Witcher 4. Oui, je crois. C'est ça, ouais. Ouais. Ils sont en train de bosser dessus. Tout à fait. Donc ouais, ça peut être peut-être concomitant, peut-être pas, mais... il va leur falloir du temps. Ouais. Mais, et donc, a priori, de ce qu'on sait, la saison 4 et la saison 5 adapteront les 3 derniers livres de la série de Sapkowski. Donc, a priori, ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus de matière à adapter. Mais 3 bouquins pour 2 saisons, ça me paraît peu. Mais... Oui, c'est pas beaucoup. Bon, peu importe. Tout ça pour vous dire que donc The Witcher, a priori, c'est fini sur Netflix. Voilà pour cette première news. Une news, pareil, renouvellement. Cette fois du côté de Fallout.
Ouais, et là c'est pas la fin, c'est plutôt la suite, c'est que le début, parce que bonne nouvelle pour les fans de science-fiction, la série Fallout, qui est adaptée donc de la célèbre franchise vidéoludique de Bethesda Studios, a été renouvelée pour une deuxième saison par Prime Video. Ils n'ont pas attendu longtemps parce que la première saison, donc l'intégralité de la première saison a été diffusée la semaine dernière, au moment où on enregistre ce podcast, et ils ont tout de suite validé une saison 2 du côté d'Amazon et de Prime Video, parce que le succès en fait était critique et le succès était public. Tout ça a permis de convaincre la plateforme de produire une saison 2. On le rappelle, la série a quand même coûté 153 millions de dollars pour sa première saison, mais il fallait autant d'argent pour créer un univers post-apocalyptique, rétro-futuriste, atom punk, comme aiment à l'appeler les créateurs du jeu, qui est peuplé en fait de monstres génétiquement modifiés, de ghouls et aussi d'humains qui essaient de survivre dans cet univers. En ce qui concerne la saison 2, on a peu d'infos, même si la fin de la saison 1 laisse entendre qu'il y aura des lieux cultes de la franchise qui seront visités, notamment un, je ne vais pas le spoiler ici, mais ceux qui connaissent bien les jeux Fallout savent de quoi je parle. Évidemment, il y aura des nouvelles intrigues, un changement de décor, comme je l'ai dit, sûrement des nouveaux personnages, peut-être même un personnage joué par Aaron Paul qui jouait Jesse dans Breaking Bad, et à savoir qu'en fait que Aaron Paul avait joué dans les dernières saisons de Westworld. Westworld avait été créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, mais c'est aussi Jonathan Nolan et Lisa Joy qui se sont occupés de Fallout. Donc évidemment, il y a peut-être moyen que Aaron Paul débarque dans l'univers de Fallout dans la saison 2. Côté tournage, ça reste évidemment en Californie, parce qu'en fait l'équipe a bénéficié de 25 millions de dollars de crédit d'impôt de la part de l'État américain, donc ce qui leur permet d'avoir justement beaucoup plus de liberté d'action pour le tournage, et les créateurs, comme je l'ai dit, Lisa Joy et Jonathan Nolan seront de retour à la barre pour cette nouvelle saison qui, si tout va bien, devrait débarquer en 2026. En parallèle de ça et du renouvellement de Fallout pour une saison 2, le lancement de la série en fait a provoqué un regain d'intérêt significatif pour les jeux de la franchise, avec une augmentation des ventes de Fallout 4 de 7500% la semaine de sortie de la série, ce qui a propulsé le jeu en tête des ventes en Europe alors qu'il est sorti il y a quasiment 10 ans. C'est assez incroyable, et autour de moi, je sais pas pour toi, mais quoique si, tu m'en as parlé toi-même, tout le monde retélécharge Fallout 4, Fallout 3, Fallout New Vegas, les plus anciens Fallout 1 et 2, mais voire même Fallout Shelter qui était sorti sur mobile, qui est un excellent jeu mobile, et c'est rigolo quoi. Enfin, on sent qu'il y a eu un engouement assez dingue quoi. Il se trouve que Bethesda avait fait bien les choses, puisqu'ils avaient préparé une promotion éclair au moment de la sortie de la série. Donc évidemment, Fallout 4 était vraiment pas cher, et donc du coup, ça a permis évidemment de se lancer encore un petit peu plus dans un record, on va dire, de vente. Alors 7500%, évidemment, si la semaine d'avant il y en avait un qui s'était vendu, ça fait quand même beaucoup, hein, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et rappelons juste vite fait que tout ça est disponible sur le Game Pass de la Xbox, gratuitement entre guillemets, mais en tout cas c'est dans l'abonnement. Tous les jeux Bethesda en fait Studios sont disponibles dans le Game Pass, et moi je me suis relancé Fallout New Vegas hier, pas plus tard qu'hier, et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir retoucher à ce jeu-là. La série donne envie, hein. Toi, t'as jamais fait, c'est ça, des Fallout? En fait, non, je connais très peu. Moi, le seul que je connais bien, c'est Fallout Shelter, donc il donne un petit peu un avant-goût de l'univers, mais qui est pas vraiment le RPG pour laquelle la série est connue. Et donc, du coup, moi, je connais un tout petit poil Fallout New Vegas, qui est connu comme étant un des meilleurs de la série. Mais je suis jamais allé très très loin, et ça me donne envie, parce que j'ai regardé du coup la moitié de la saison là déjà. Ça me donne envie de m'y replonger sérieusement. Carrément. Et juste avant de passer à la prochaine news, je vois dans le chat Lactic qui dit que oui, le 25 avril prochain, il y a un update de Fallout 4 qui va sortir, un update très important qui va quand même améliorer le jeu grandement. Il y a aussi palanquée de mods que vous pouvez installer sur les jeux Bethesda, et donc Fallout n'y manque pas, et vous pouvez améliorer votre façon de jouer en installant des mods sur PC, bien évidemment. Bien entendu. Je te laisse la parole. C'est bien aimable. Je vais parler de Netflix, une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'on parle jamais de Netflix dans ce podcast. Il s'est passé quelque chose de très important dans la section, on va dire, dans la division film de Netflix il y a quelques jours. C'est qu'il y a eu un changement
de président. Ce n'est plus Scott Stuber qui officie en tant que président de la division film de Netflix, mais désormais Dan Lin. Dan Lin qui s'est notamment occupé de la production d'Avatar, le dernier maître de l'air, qu'on a vu en février dernier. Donc ça, on a eu vent de ça, et ensuite le New York Times a sorti des informations donc de sources internes à Netflix, mais du coup sans citer ses sources. Évidemment, protection des sources, évidemment. Le New York Times dit que le mandat de Dan Lin, c'est surtout de faire des films meilleurs, moins chers et moins fréquemment. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que Ted Sarandos, donc qui est le PDG de Netflix, à laquelle il a répondu, en fait, un petit peu plus tard dans une conférence de presse. Et lui, en fait, il dément. Il nie un petit peu cet article du New York Times. Il dit on n'a pas du tout participé à cet article, et d'ailleurs, c'est pas une citation de Dan. Donc Dan Lin, le nouveau chef de la division film de Netflix. Il dit il n'y a pas d'appétit pour faire moins de films. Par contre, il y a un appétit sans limite pour faire de meilleurs films. Donc, il dit quelque chose sans en dire une autre, tu vois ce que je veux dire ? Il dit que, ils n'ont pas envie de faire moins de films, par contre, ils ont vraiment envie de faire de meilleurs films, ce qui est un petit peu un aveu, mine de rien. Oui. Quand il pense. Donc, Netflix fait des films pas dingues. Comment ? J'en tombe de ma chaise. Une déclaration qui arrive à la veille de la sortie de Rebel Moon Partie 2, ce qui est quand même assez rigolo. Alors d'ailleurs, Rebel Moon Partie... Excuse-moi, je te coupe, mais Rebel Moon Partie 2, je l'ai même pas lancé, mais j'ai regardé les critiques sur Rotten Tomatoes. C'est les pires critiques de Zack Snyder depuis le début de sa carrière, quoi. C'est vraiment dégueulasse et personne ne le regarde. C'est assez chaud, quoi. C'est assez chaud. Voilà, donc on disait que le changement à la tête de la division film, c'était un petit peu à cause de cet échec-là, justement, critique et peut-être un peu commercial de Rebel Moon. Est-ce que, du coup, il va y avoir une nouvelle direction ? A priori, Ted Sarandos a l'air de dire que non. Après, on va voir ça dans les faits, sur ce que ça veut dire. On va rappeler quand même que Netflix a beaucoup dépensé sur les films ces dernières années, avec des productions à 200 millions de dollars, à 140 millions de dollars, des trucs prestigieux, des trucs un peu moins, des trucs blockbusters, des trucs un petit peu plus avisés, on va dire, de prix pour les cérémonies, mais ils n'ont pas vraiment trouvé la formule comme ils l'ont trouvé avec les séries. Donc c'est peut-être aussi ça que ce jeu de pièces d'échecs veut nous dire ces dernières semaines. Bah ouais, puis il regarde la concurrence, je pense. Évidemment, il regarde du côté d'Apple, il regarde du côté même de Prime de temps en temps, qui peut proposer des choses un peu sympas, et surtout même de Max, en fait, voilà, qui a des belles séries et des films cool. C'est vrai que c'est compliqué pour Netflix quand t'es un mastodonte et que t'es le géant de se renouveler. Et t'es censé être le leader en plus de tout ça. Hein. Bah donc, ouais. Et quand t'es McDo, évidemment que c'est plus facile pour Burger King, tu vois, de se démarquer et pour les autres, tu vois, parce que ils ont comment la possibilité d'être le challenger et l'outsider, quoi. Mais Netflix, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. Et encore une fois, il y a une petite musique autour de moi qui court, enfin, que j'entends du côté trop plein de Netflix, du côté il y a trop, et on s'y retrouve plus. Et il y a un manque, et c'est un truc qu'on dit dans l'émission depuis un bout de temps, il y a un manque de curation de la part de Netflix, qui est vraiment trop catalogue ultime de tout, mais qui a pas de vraie proposition, quoi. Contrairement à d'autres plateformes qui tentent au moins un petit peu ça, quoi. Oui, qui sont obligés de le faire pour pouvoir se démarquer. Qui sont obligés de le faire, Voilà pour Netflix. On va parler un petit peu de Quentin Tarantino et de son prochain projet, qui en fait n'est plus son prochain projet. Exactement, parce que Quentin Tarantino en fait a décidé de ne plus réaliser son dernier film en date qui devait s'appeler The Movie Critic. C'était initialement prévu, comme tu l'as dit, comme son dernier film. Il devait même il devait commencer le tournage cette année, mais le projet a été abandonné. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas le film devait se dérouler dans la Californie de 1977, s'inspirer d'un critique de cinéma cynique que Tarantino lisait dans sa jeunesse. Le projet allait même au point d'inclure Brad Pitt dans le rôle de Cliff Booth. Cliff Booth qui était le cascadeur qu'on pouvait découvrir dans Once Upon a Time in Hollywood. Et d'ailleurs, rappelons que Brad Pitt a quand même remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood. Donc on savait pas trop si c'était un film qui était une suite à Once Upon a Time in Hollywood, un préquel ou un truc parallèle, voilà, à Once Upon a Time in Hollywood.
En tout cas, comme je l'ai dit, le tournage devait débuter cette année, en août précisément, pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 millions de dollars en Californie, mais ça ne se fera plus. Donc aucun studio n'est attaché à The Movie Critic, qui en fait rejoint la liste des projets non aboutis de Tarantino, qui inclut notamment un film Star Trek classé moins de 18 ans, qui est là jamais vu le jour non plus. Donc on ne sait pas vraiment ce que va faire Tarantino. Il s'est mis cette limite de son 10e et dernier film depuis des années. Ça fait longtemps qu'il en parle. Il dit que son 10e film sera son dernier parce qu'il veut pas faire le film de trop. Malheureusement, il se bloque peut-être. Et nous, en fait, on échappe peut-être, c'est pas échapper le mot, mais en tout cas, on passe à côté de chefs-d'œuvre, peut-être de Tarantino, je dis chefs-d'œuvre, en tout cas de très bons films de Tarantino, à cause de ça. Voilà, il a exprimé dans le passé en fait son désir de quitter le cinéma en étant au sommet. Et il a rappelé qu'il y a des cinéastes qui parfois vont trop loin et perdent de leur aura avec le film de trop ou trop de peut-être séries télé, de choses comme ça, etc. quoi. Donc à voir. Tarantino prend son temps, on ne sait pas ce que ça va donner, combien de temps ça va prendre, et il ne faut pas que ça le bloque au point de trop se stresser. Quoi. Il est peut-être un petit peu en train de se brider. Ça me fait penser un petit peu au syndrome de la page blanche pour les écrivains, dans le sens où tu sais, tu veux tellement que ce soit bien que en fait tu te brides toi-même, et là en l'occurrence tu sens que ça le travaille, que vu que c'est son dernier, il faut que ce soit un chef-d'œuvre, et que tu vois, donc c'est ouais, je comprends, c'est pas évident. Et après je comprends aussi ce qu'il dit, que il y a certains réalisateurs qui en ont trop fait et qui ont fait les films de trop. Alors je vois dans le chat Ridley Scott évidemment qui est cité, oui évidemment, mais tu vois, c'est pas évident. Ou même Scorsese, on parlait de Kundun juste avant en off, tu vois, Kundun qui est pas ouf. Et en fait, c'est des mecs qui peuvent te faire les affranchis, puis ensuite ils vont te faire des Kundun, et puis après, en 2013, donc quand même 23 ans plus tard, il te fait, après les affranchis, il te fait le Loup de Wall Street, à son âge, tu fais C'est ma boule, ensuite il te fait Silence, puis après il te fait quand même, tu vois, Killers of the Flower Moon, à son âge aussi. Donc tu te dis, il n'y a pas de film de trop. En fait, il y a des mauvais cinéastes, et voilà, mais c'est pas des films de trop, quoi. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et moi, par exemple, son projet à avorter de Star Trek, j'aurais tellement aimé le voir. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été dingue, à mon avis. Et je suis sûr que The Movie Critic, ça aurait été super aussi. Je pense que moi, je suis très fan de Once Upon a Time in Hollywood, qui est pour moi son meilleur, je pense. En fait, c'est peut-être son 9e qui sera son meilleur film. Et le 10e, c'est là où c'est compliqué, quoi. Je pense que s'il avait terminé sur Once Upon a Time, il avait une carrière parfaite. Et je pense qu'il s'attache un petit peu trop à ce symbole-là. Mais il est trop con. Parce qu'en plus, là, apparemment, c'est Luc Besson qui a sorti ça il y a pas longtemps. Apparemment, c'est Besson qui lui aurait soumis l'idée il y a des années qu'il faut faire que 10 films. Et, voilà, ouais, c'est. Merci, Luc. Merci, Luc. Mais je pense que c'est des conneries, d'ailleurs. Mais bref. Voilà. Très bien, voilà pour les news de la semaine. On va passer vraiment rapidement aux brèves en rapid fire avec The Office, le spin-off, la suite, on sait pas exactement ce que c'est. Dans le même univers. Dans le même univers, par Greg Daniels et Michael Coman, qui a d'ores et déjà casté 2 membres de son casting, en la personne de Donald Gleason, qu'on connaît pour Star Wars, qu'on connaît pour Ex Machina, qu'on connaît pour About Time aussi, et Sabrina Impacciatore qui joue dans White Lotus. Ces 2 acteurs et actrices du coup ont été recrutés, mais pour l'instant la série spin-off n'a pas encore de plateforme de diffusion pour le moment. Old Boy va être adapté en série télé à l'initiative de Park Chan-wook, le réalisateur coréen qui s'associe à Lionsgate TV pour l'occasion. For All Mankind va être renouvelé pour une saison 5 chez Apple TV+, et va aussi se garnir d'un spin-off sur la partie soviétique de la course spatiale qui s'appelle Star City, et ce spin-off est d'ores et déjà commandé en tant que série par Apple TV+, qui montre bien qu'elle aime beaucoup cet univers. Keanu Reeves va prêter sa voix au personnage de Shadow dans Sonic le Hérisson 3. Les studios Ghibli vont être honorés d'une palme d'or d'honneur à Cannes cette année. Plutôt mérité, je pense, qu'on peut le dire. C'est étonnant, juste c'est très étonnant qu'un studio comme ça. Je suis un peu étonné parce que j'aurais pu imaginer que ce soit Miyazaki.
Ouais. Sachant que George Lucas va en avoir une aussi sur cette édition-là. Sachant que c'est la 77e, je crois, édition, et que Star Wars est sorti en 1977, je trouve ça joli comme symbole. C'est pas mal. Wednesday saison 2 vient d'inclure Steve Buscemi à son casting. Warner Bros. A acheté les droits d'adaptation d'une série de bouquins pour jeunes adultes, enfants, qui s'appelle Keeper of the Lost Cities, et qui pourrait du coup être potentiellement une adaptation à la Harry Potter. Il faut savoir que moi je connaissais pas du tout, mais il y a déjà 9 bouquins qui sont sortis et qui ont été vendus à 7 millions d'exemplaires dans le monde. Voilà pour potentiellement une des nouvelles licences jeunes adultes au cinéma. Aang, le dernier Avatar, Avatar, le dernier maître de l'air, va avoir son film d'animation, mais celui-ci a été retardé. Il devait sortir en octobre 2025, il sortira désormais en janvier 2026. Soyons patients par Nickelodeon et les producteurs originaux de la série. Space Mountain va s'adapter au cinéma et aura pour adaptateur les showrunners de Cowboy Bebop sur Netflix. Prenez ça comme vous voulez. Sony et Apollo sont en train de penser à l'achat de Paramount. Donc on parlait il y a quelques mois de l'achat de Warner. Désormais, c'est Paramount qui est en discussion et en négociation pour un achat conjoint entre Sony et Apollo. Et enfin, Pixar a annoncé que Vice Versa 2 aurait pu avoir une autre émotion, celle de la honte, mais que en fait le film était vraiment pas drôle avec ce personnage-là. Du coup, ils ont préféré ne pas le faire, ne pas l'inclure. Voilà pour les brèves de la semaine. Adrien, je te propose de faire ton point box-office. Eh bien, je commence avec Civil War. Civil War qui est sorti en France cette semaine, et pour son premier jour en France, il fait 35 453 entrées. Avec les avant-premières, on arrive à 50 201 entrées, ce qui est pas mal du tout. Dans le monde, les recettes mondiales s'accumulent jusqu'à 50 millions de dollars. Aux États-Unis, il fait 44 millions de dollars, donc c'est le meilleur démarrage pour un film du studio A24, et ça en passe de devenir l'un des plus gros succès de A24. Donc à surveiller de près. Je sais que moi je l'ai toujours pas vu, mais j'ai hâte de le voir. Beaucoup de gens en parlent du film d'Alex Garland, et je suis curieux de voir si un petit studio, petit entre guillemets, parce que maintenant il y a une énorme réputation quand même pour A24, peut péter le plafond de verre et devenir un peu mainstream entre guillemets, même s'ils le sont déjà un petit peu. Je continue avec SOS Fantôme, la menace de glace, qui a fait 308 000 entrées en France, qui est pas mal du tout, et 176 millions de dollars de recettes dans le monde. Si on compare au précédent opus, le premier de la nouvelle version des Ghostbusters, qui s'appelait Afterlife, avait dépassé les 200 millions de dollars de recettes à la fin de sa carrière. Là, on en est à 176 millions de dollars, donc il y a des chances qu'il arrive quasiment au même niveau. En tout cas, on l'espère. Pour Kung Fu Panda 4, on a 1 460 000 entrées en France. Dans le monde, les recettes vont jusqu'à 480 millions de dollars. Si on compare au précédent opus, Kung Fu Panda 3, qui lui était arrivé à 521 millions de dollars, c'est pas mal du tout au même niveau, puisqu'en fait, la prévision des experts, c'est 575 millions de dollars à la fin de la carrière de Kung Fu Panda 4. Donc, il dépasserait le précédent opus. Ok. Je poursuis avec Godzilla Cross Kong, le nouvel empire, Godzilla X de Xbox Kong, on aime à l'appeler chez nous. 485 millions de dollars de recettes mondiales, au moment où on enregistre ce podcast. Aux États-Unis, c'est quand même 171 millions de dollars de recettes, c'est énormissime. Les experts pense qu'il va terminer autour des 575 millions de dollars, comme Kung Fu Panda 4. Donc le Monsterverse a encore vachement la cote. Et en France, on est quasiment au million, enfin quasiment non, on est à 688 000 entrées. Mais il y a toutes les chances qu'il dépasse le million. Il en manque un très rapidement. Monkey Man, qui vient de débarquer en salle, Monkey Man avec et de Dev Patel, qui fait déjà 28 millions de dollars de recettes. Il vient à peine de sortir aux États-Unis, en France et sur quelques territoires,
$. Donc c'est que le début. Pour tout ça, $28 millions de recettes avec un budget de $15 millions d'après les estimations. Donc pas mal du tout pour une première réalisation de Dev Patel. Dev Patel, j'aime beaucoup ce mec-là, qu'on avait découvert dans Skins, qu'on avait vu dans Slumdog Millionnaire évidemment, et ensuite dans The Newsroom dont je t'ai parlé il y a pas longtemps en off. Dans Avatar, le dernier maître de l'air aussi. Ne parlons pas de ça. Et je termine avec Dune 2. Dune 2 qui, en France, après 8 semaines d'exploitation, est déjà à 4 millions d'entrées. Si on compare avec le premier Dune qui était sorti en 2021, c'est une différence de quasiment 1 million, puisque Dune 1 a fait 3 millions d'entrées, un tout petit peu plus de 3 millions d'entrées. Donc on est quasiment au million d'écart, ce qui est pas mal du tout. En ce qui concerne les recettes mondiales, on est déjà à 695 millions de dollars de recettes. Aux États-Unis, c'est 276 millions de dollars. En France, on est à 42,6 millions de dollars de recettes. Et on estime que le film va terminer autour des 715 millions de dollars. Donc pas mal du tout, il va largement dépasser aussi le premier, il l'a dépassé de son terme de dollars récoltés dans le monde entier. Donc Denis Villeneuve a les coups des franches pour un Dune 3 qui sera lancé d'ici quelques années. Comme on en parlait la semaine dernière. Et d'ailleurs, du coup, ce qui fait de Warner Bros. Le premier studio à dépasser la barre du $1 milliard cette année. En 2024, en 2024. Grâce à Wonka notamment, et Godzilla, et puis Dune. Godzilla et Dune, tout à fait. C'est tout ça avec un Timothée Chalamet sur 2 films, ce qui est pas mal. Timothée Chalamet aussi a le vent en poupe. C'est pas trop mal. C'est ok. Bravo à lui. Ça pour un cure-dent, quoi. Mais bon, Timothée, pas mal pour si tu nous regardes. Merde, il parle français en plus. Ah bah oui, en plus, c'est pour ça qu'on l'embrasse. On t'aime bien, Timothée. Un jour, tu viendras dans l'émission, mais c'est... Voilà. N'hésite pas. Non, mais j'aime bien. Mais je sais pas pourquoi t'es méchant gratuitement comme ça, alors, si tu l'aimes bien. C'est juste un cure-dent, mais je l'aime bien. Il est sympa. Voilà. Ce n'est pas un cure-dent, c'est le Lisan Al-Gaïb. C'est Lisan Al-Gaïb. Voilà. Allez, c'est le moment de parler du gros sujet de la semaine. Je me suis rendu compte, en fait, la semaine dernière, quand Fallout est sorti, que Prime Video avait sorti l'intégralité de la série Fallout, en une seule fois. Donc du binge-watching, ce qui n'est pas forcément habituel pour la plateforme. Et je me suis dit, mais il y a peut-être un truc à creuser, en fait, sur la façon dont on nous présente les films et les séries, enfin les séries surtout, pour parler de ça. Je suis désolé, je perds mes mots parce que j'avais un petit problème un petit problème technique. Donc c'est réglé. Donc Fallout en intégralité, binge-watching, 8 épisodes, saison 1 d'un coup. Je me suis rappelé que The Boys, la saison 1, avait aussi été balancée en une seule fois. Les 8 épisodes, les 6 épisodes, je ne me souviens plus. 8, je crois. Non, 8 à chaque saison, on a 8. Donc, et ensuite seulement, ils avaient fait 3 épisodes d'un coup, puis le reste en hebdomadaire. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est qu'en fait, Prime Video a cette habitude-là, peut-être pour fidéliser une nouveauté, fidéliser un public autour d'une nouveauté, et ensuite seulement, la plateforme propose, on va dire, des séries à rythme plus hebdomadaire pour avoir du coup du monde dans le temps et qui restent sur la plateforme pendant X semaines. Et ça m'a intéressé parce que à une époque, on avait Netflix qui faisait que du binge-watching. Et ensuite, on a eu les nouvelles plateformes, Disney+, Prime Video, etc., qui ont fait plutôt de l'hebdomadaire. On a Max aussi, donc HBO Max à une époque, qui reste sur de l'hebdomadaire, puisque c'est le pendant streaming de HBO qui, lui, fait de la diffusion, on va dire, classique, tous les dimanches, tous les lundis, etc., où on a de l'hebdomadaire. Et je voulais un petit peu parler de ça, parce que j'ai bien vu, et à chaque fois que je parle avec des gens sur Internet, ou que je parle avec des gens dans la vraie vie, oui, ça m'arrive, les gens souvent me disent « Ah non, moi, cette diffusion hebdomadaire, j'attends que tout soit disponible, et ensuite je vais tout me faire d'un coup. » Et d'autres qui sont très attachés au rendez-vous hebdomadaire, de se dire « Ah oui, Shogun, ça sort les mardis, tous les mardis soirs, je regarde mon Shogun, tu vois. » Et je voulais un petit peu parler de ça, et notamment avec le chat sur Twitch, mais aussi les gens qui nous écoutent sur YouTube, Dailymotion et sur les podcasts, pour savoir un petit peu, est-ce qu'il y a une véritable
un véritable choix de la part du public de son mode de consommation, ou ça se fait plus, on va dire, au petit bonheur la chance et à la série? Tout dépend de la plateforme aussi, de ce qu'elle propose. Comme tu l'as dit, tu l'as rappelé, Netflix fait quasiment que du binge-watching Ouais. pour ses originals. Mhm. On se rappelle par contre qu'il y a des cas un peu particuliers du style Better Call Saul, où il y Oui. avait de l'hebdo, parce qu'en fait c'était diffusé ailleurs, Exactement. et donc voilà, les droits leur appartenaient pas totalement. Mais en général, c'est du binge-watching pour Netflix, etc. Je vais pas revenir sur toutes les plateformes. Bah, en fait, c'est un mode de consommation propre à chacun. C'est-à-dire que... en off, je te le disais, en ce moment, niveau série, je tourne autour de 3-4 séries. Ouais. Y a Tokyo Vice, qui est sur Canal. Tokyo Vice, c'est hebdo. Alors c'est intéressant aussi, tu vois. C'est pas ni tout d'un coup, ni un seul, c'est 2 par semaine. C'est vrai. Ça, c'est très Canal, ça. C'est très Canal, mais c'est pas si mal non plus. Tu vois. C'est pas si con, parce que d'un côté, je me dis, tiens, j'ai plus que ma dose d'habitude. Donc je me dis, allez, un épisode de plus, parce que t'as un petit cliffhanger, et c'est parti. Je la mate quasiment tous les mardis, je crois, c'est ça, Tokyo Vice. Je sais que c'est en milieu de semaine, tu vois. Donc j'ai ma petite série de milieu de semaine. Et puis ça mange pas trop de temps, c'est une quarantaine de minutes. Voilà. J'ai Shogun aussi, dont tu as parlé. Shogun, pour moi, j'ai regardé le premier et le deuxième, si je me souviens bien, parce que maintenant ça commence à dater. Je sais que le dernier épisode est diffusé la semaine où on enregistre là ce podcast. Si je me trompe pas, on est d'accord, hein, le 10e là est diffusé cette semaine. Et comme tu l'as dit, j'ai attendu. Je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup aimé le début. Je sais que c'est une série que je vais pouvoir kiffer, mais je sais pas, hein, c'est mon cerveau qui s'est dit, tiens, au lieu de regarder chaque semaine, alors que ça va être cool, hein, je le sais que ça va être cool, bah je me garde tout et je me fais mon petit bonbon. C'est-à-dire, c'est comme Noël, tu reçois, tu vois, des chocolats. Est-ce que tu défonces la boîte ou est-ce que tu la manges? C'est tout à fait ça. Et donc Shogun, c'est ça. Et puis pour terminer, Fallout qui est sorti. Fallout, c'est le bon exemple. Si j'aurais respecté le truc, hein. Si Prime avait diffusé le truc semaine après semaine, j'aurais regardé semaine après semaine. Là, j'avais un peu l'occasion de regarder la série rapidement, j'ai accroché tout de suite, ça a marché sur moi et c'était parti, donc j'ai tout bouffé en 3 jours, je crois. Mais ben ouais, je sais pas trop comment expliquer ce phénomène. Nous, en tant que vieux de la vieille, on a été habitués à regarder des séries semaine après semaine, de façon hebdo. À la télévision, c'était rare. Déjà, le binge-watching n'existait pas, à part si tu avais un coffret DVD ou des cassettes, mais c'est tout. Et même encore, j'essaie de me rappeler des moments où j'avais, je sais pas, des épisodes de Friends. Je pense que je mangeais pas, tu vois, 3 saisons de Friends avec un coffret DVD. Comme aujourd'hui, on pourrait se manger 3 saisons de Friends sans aucun souci, tu vois, en 2 jours. Oui, et puis au bout d'un moment, c'est la télé qui te regarde, et c'est plus toi qui regarde la télé. C'est ça, voilà. Oui, tu vois l'abîme et tu vois dans l'écran noir, c'est très triste. Mais ça devient le Black Mirror. C'est déjà le Black Mirror, mais tu sais, on vit dans le Black Mirror. Je pense qu'on vit dans une société. On vit dans un Roquefort société. On vit dans un Roquefort société, tout à fait. Et je continue en disant, non, qu'est-ce que je disais? Non, oui, donc voilà. C'est les modes de consommation qui ont été amenés par ces plateformes-là. Et aujourd'hui, il y en a qui sont un peu dégoûtés du binge-watching. En même temps, c'est un mode de marketing super parce que ça fait parler de la série tout de suite. C'est-à-dire que, rappelle-toi, l'exemple parfait, c'était Squid Game. On se disait, t'as pas regardé Squid Game, putain, c'est ouf et tout, machin, c'est la série du truc et tout. Enfin, tu vois. Et en même temps, ça ne crée pas d'attente. C'est-à-dire, en fait, c'est un micro-épiphénomène, enfin, c'est un truc vraiment un instant T, ça ne bouge pas. Alors que si tu prends un Game of Thrones ou un House of the Dragon, semaine après semaine, t'as le truc épique où tu vas pouvoir, d'une, développer tes théories, 2, en parler avec tes potes, 3, lire des choses sur Internet voilà, qui vont peut-être te donner envie, et puis inconsciemment, tu vas y penser. Tu vas te dire, c'est mon rendez-vous. Donc voilà, tu vas créer des rendez-vous. Oui, ça, en fait, c'est pas du tout la même manière de marketer ta série, ni de la consommer. Puisque, comme tu le dis, une sortie binge, 2 semaines après, on parlera plus trop de Fallout, quoi. Bah non. Le cas est un peu différent pour Squid Game, pour le coup, puisque ça a duré 1 mois et demi. Mais tout ça pour dire que, oui, quand t'as 2 mois et demi de diff hebdomadaire, bah là, pour le coup, tu t'occupes l'espace médiatique. Tu permets aux magazines spécialisés de faire plus de travail et de parler plus de ta série pendant plus longtemps, aux influenceurs, aux youtubeurs, aux vidéastes de décrypter plus longtemps tes trucs, et tu permets simplement au public d'en parler de semaine en semaine. Alors ça, par contre, il faut avoir quand même la possibilité et la qualité pour mettre en place ça. Je pense que
toutes les séries ne se valent pas pour ce genre de diffusion-là. Je pense une série comique de 20 minutes, évidemment. Voilà, c'est très différent. c'est compliqué. Toi, tu me dirais, tu vas regarder Brooklyn Nine-Nine et tu vas l'attendre tous les mercredis soirs. Et je sais que ça a été diffusé comme ça aux États-Unis. Ça a été diffusé comme ça, et c'est comme ça que je la regardais en fait. Mais moi, je l'attendais pas. Moi, tu vois, c'est une Brooklyn Nine-Nine, j'ai regardé, mais c'était du binge-watching. On regardait 2, 3, 4 épisodies d'affilée parce que c'était sorti sur Netflix et que c'était disponible. Et j'aurais jamais regardé Brooklyn Nine-Nine en épisodique, en hebdomadaire. Moi, je trouve qu'il y a une série, par exemple, en comédie de 20 minutes, How I Met Your Mother, qui était 20 minutes, qui se regardait super bien semaine après semaine, au début en tout cas, parce qu'après... quand tu arrives à la saison 5, 6, 7, ça commence à être un peu plus compliqué, mais c'était vachement bien parce qu'il y avait un vrai fil rouge et tu voulais avancer sur l'histoire. Voilà. Brooklyn Nine-Nine, c'est un peu moins le cas. Mais Friends a été diffusé comme ça. En France, c'était France 2. À mort, c'était Canal Jimmy, puis ensuite France 2 qui diffusait ça tout le temps, avec des rediffs. Mais le soir, vers 19h, dans mes souvenirs, pour ceux qui ont connu, c'était Friends, quoi. Et avant le 20h, c'était ça. Puis après, ça a été un gars, une fille. Après, c'était un gars et une fille. Mais voilà, c'était quand même un truc. C'était un rendez-vous. Pour moi, c'était un truc à pas manquer. Et ça c'est un truc très de l'ancienne télé, je trouve. Le rendez-vous hebdomadaire, c'est très le rendez-vous de l'ancienne télé. C'est la trilogie du samedi, comme on en parlait la semaine dernière. C'est vraiment ça où on se dit, bon, bah là, on n'est pas encore tout à fait prêt à dîner. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le grand journal. On regarde Friends. On regarde un gars, une fille, j'en sais rien, tu vois. À une époque, c'était Kaamelott aussi. À une époque, ça a pu être Caméra Café. Des choses comme ça. Il y a le morning live le matin. Voilà, mais ça c'est très... Le rendez-vous, on va dire, à heure fixe, à jour fixe, c'est très l'ancienne télé. Et c'est quelque chose qui a disrupté, entre guillemets, Netflix, et qui n'existe plus vraiment chez Netflix, encore que de temps en temps, ils font des tests. Je pense à Stranger Things, notamment. La saison 4 a été diffusée avec... 4 épisodes un mois, et 2 mois plus tard, c'était 3 épisodes de plus. C'est ça. Et ça, c'est de la rétention. C'est des mécaniques de rétention de l'abonné. Ça n'a pas vraiment de sens, mais ça reste du binge-watching, puisque tu regardes les 4 épisodes d'un coup, puis les 3 épisodes d'un coup aussi. Ils ont fait la même chose avec The Witcher saison 3. Mais je rebondis sur ce que quelqu'un disait dans le chat, je suis désolé, j'ai oublié le pseudo, mais tu peux te permettre d'occuper l'espace médiatique avec une diffusion hebdomadaire de 2 mois et demi, mais pour ça, il faut quand même que ta série elle ait les reins suffisamment solides. Parce que si ta série, en fait, elle est bof, bah, on l'a vu avec Les Anneaux de Pouvoir, les gens, ils finissent par décrocher. Et quel est le meilleur moyen pour que les gens regardent l'intégralité de ton contenu ? C'est de la balancer en binge-watching, parce que tu sais que au moins, tu vas pas perdre semaine après semaine en gens pour visionner. En audience. Exactement. Ce qui est un peu, je pense, la réflexion qu'a eu Prime Video récemment avec Fallout. C'est-à-dire qu'en fait, tu parles des Anneaux de Pouvoir. Les Anneaux de Pouvoir, donc c'était un peu compliqué, on le sait, niveau audience. Il y a The Boys qui fonctionne bien chez Prime Video, mais c'était diffusé avant les Anneaux de Pouvoir. Ça avait commencé bien avant. Et donc, ils savent qu'ils peuvent diffuser 2-3 épisodes de The Boys d'entrée de jeu et ensuite faire un rythme hebdo. Pour Fallout, il y avait 2 problématiques. La problématique de savoir si le fric a bien été investi, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont dépensé quand même un pognon de dingue, comme dirait notre président. Et au-delà de ça, il y a aussi la problématique de la pub, dont on a parlé la semaine dernière, d'intégrer la publicité, cette prise d'otage, comme je l'appelle, des téléspectateurs, en imposant la pub, sauf si on paye un péage, anti-publicité dès le début. Ils se sont dit, c'est génial, c'est un produit d'appel parfait, Fallout, parce que ça touche le grand public, c'est une série qui va marcher parce que les thèmes sont... un peu d'actu dans l'idée, et puis avec un casting solide, une équipe créative solide, tout est super. La preuve en est que la série a cartonné, ils ont déjà commandé une saison 2. Donc il y avait une question de, est-ce que si la série avait été diffusée de manière hebdomadaire, est-ce qu'elle aurait rencontré un succès comme ça ? Je suis pas sûr, parce que j'ai beaucoup de retours, j'ai eu pas mal de retours de gens qui disaient, ouais, l'épisode 1 il est sympa, mais genre, ouais, c'est ok, quoi. Mais pas assez, je pense, pour revenir la semaine d'après. À l'inverse de Shogun. Shogun, c'est sûr que ça va être très bien le reste de la saison, parce que l'épisode 1 il est très solide, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et donc une série comme Fallout qui te dit l'épisode 1 il est très ok, c'est vrai qu'il est pas tombé, hein, l'épisode 1 il est très bien, mais il est pas incroyable non plus.
Moi, il me parle parce que j'adore Fallout et j'adore l'univers, donc je savais que j'allais regarder la suite. Mais c'est vrai que si tu prends un néophyte et quelqu'un qui connaît Oui, vite fait l'univers, tu feras ouais, c'est sympa. Si ça avait été diffusé de manière hebdo, je pense que la série n'aurait pas connu le carton qu'elle a connu là, parce que il fallait tout de suite enchaîner sur la suite et te donner envie, et c'est ce qui a marché, c'est sûr oui. et certain. Mais c'est rigolo parce que ce mode de diffusion, le seul qui ne le fait pas encore, c'est Disney+. C'est De très rare binge, en tu tout veux cas dire? qu'ils balancent du binge-watching. Par C'est vrai. contre, ils font comme Prime, c'est que leur series première, ou leur season première, c'est 2 voire 3 épisodes d'un coup. Et Ouais, ensuite, on passe sur de l'hebdo. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, l'épisode 1 d'une saison, bah, il se passe pas toujours grand-chose. et ben non. C'est pas toujours l'épisode, on va dire, où tu te dis oh, il faut absolument que je continue. C'est pas toujours l'épisode où tu te dis ah ouais, bon ça c'est bien, je valide, je vais continuer. Et parfois il te faut 1, 2, 3 épisodes pour te rendre compte que ouais, t'accroches plutôt pas trop mal. Et je pense que le côté je diffuse 2 voire 3 épisodes d'un coup en binge-watching pour que les gens aient ce petit côté allez, je mange un petit peu dans le pot de chocolat et ensuite j'attends. C'est assez intéressant parce que ça permet de valider ta première impression. Moi, j'ai Complètement. regardé les 2 premiers épisodes d'un coup de Fallout, et j'ai bien fait parce que je trouve que le premier épisode est un peu long, parce qu'il a énormément de choses à mettre en place. Et ensuite, le deuxième épisode se permet de faire des choses de ce contexte. Et tu vois, typiquement, il n'y a pas beaucoup de séries, à mon avis, où tu te dis « Ouais, ça, il faut absolument que je regarde ça toutes les semaines. Parce Non, que c'est très rare. parce que je vais rater. Et en plus, les gens vont tellement en parler qu'ils vont me spoiler. » Ouais. Et ça c'est un truc où soit je passe au travers parce que je regarde de moins en moins les réseaux sociaux, soit il y a désormais de moins en moins de séries qui sont, on va dire, les cibles de ces choses-là. Je pense à tout l'univers Game of Thrones, évidemment, c'est très spoilerisant et c'est très difficile de passer à côté. Mhm. Walking Dead à une époque a eu ça où si t'étais pas levé le lundi matin et tu te faisais spoiler la mort de l'épisode direct. C'est plus trop le cas, je pense. Mais en dehors de ça, tu vois, mais les séries en binge-watching, les gens ne les spoilent plus. Et ça les intéresse même plus en fait. Tu vois, c'est ça. Mais, en fait, c'est devenu aussi le truc du binge watching, c'est devenu la course à celui qui la regardera le premier juste parce que c'est cool, ou il Oui. faut la regarder le premier. Pour certains, pour d'autres non, hein, mais c'est vrai que pour beaucoup c'est ça, j'ai l'impression de se dire ah, ça y est, on m'a vendu ça, bon, c'est bon, je l'ai vu, ça y est. Et tu fais genre t'as coché une case quoi. C'est tout à fait ça. Et bah, en fait, c'est un peu triste parce que tu consommes plus le contenu de façon, tu vois, intelligente dans l'idée. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait, t'en profites pas. Et moi, le premier, parfois, hein, je sais que je passe à côté de beaucoup de choses parce que malheureusement, j'ai ça entre les mains et quand je suis sur mon canapé, je regarde, voilà, mon portable. Oui, Ouais. pour ceux qui écoutent le podcast, j'ai montré mon portable à la caméra. Mais voilà. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on est vite déconcentré. Et si en Ah, bien plus, sûr. t'es en mode tu binge-watch, t'es encore moins concentré parce qu'en fait Bien t'as sûr. tellement de trucs qui t'arrivent voilà, dans la gueule que c'est compliqué. Moi, c'est un truc Et que du coup j'essaie d'éviter quand je regarde quelque chose. pareil, Et c'est pour ça que mais je regarde. Je peux plus trop me permettre de binge-watcher. En général, je fais 2 épisodes max. Parce que, ouais. en fait, je me rends compte qu'au bout d'un moment, je lâche le truc. Je lâche mon visionnage et je suis plus concentré, donc ça sert à rien en fait de regarder. Si Ouais, c'est non, quelque chose sur lequel tu veux te concentrer, ça sert à rien de regarder aussi longtemps si c'est pour ne pas le regarder. c'est vrai. Non, mais ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais le fait est que on est quand même entouré d'écrans et qu'on a beaucoup de notifs tout le temps et que c'est pas évident des fois de poser son portable. Mais bon, La fameuse société. on est dans une société. Non, je vois dans le chat comment Arnaud, je crois, c'est ça qui dit il y a des séries, il faut se laisser le temps de respirer un Ouais. petit peu de temps en temps et d'autres, c'est mieux de les enchaîner. Mais oui, mais c'est vrai. Moi, je sais que par exemple, c'est très compliqué pour moi de me faire un rewatch, par exemple, de The Leftovers. Ouais. Où je me dis, oh génial, je vais binge-watcher The Leftovers. Ouais. C'est extrêmement difficile. Ouais, Enfin, tu je veux peux dire, il y pas. a des trucs, tu fais, c'est. Non, il y a un épisode ou deux, grand max, puis après, tu stoppes un petit peu parce qu'il y a des séries lourdes, il y a des séries. Bien sûr. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des séries où tu te dis, c'est trop bien, j'ai trouvé ma nouvelle série. Ouais. J'ai ça de temps en temps, toi aussi, j'imagine, tu vois. Par exemple, j'ai eu ça il y a quelques années avec Les Sopranos.
C'est idiot, mais les Sopranos, j'avais jamais regardé, j'avais toujours repoussé un petit peu les Sopranos. Et là, je commence et je fais ah ouais, d'accord. En fait, il y a tant de saisons, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Et j'ai tout enchaîné, mais c'est un run qui m'a duré 1 mois et demi et quelques, tu vois, parce que c'est long, c'est des longs épisodes, quoi, 1 mois et demi, 2 mois. Et mais c'est trop bien. Et j'ai trop kiffé. Et je faisais que ça. Donc, et alors, c'est même pas du. Est-ce que ça s'appelle du binge watching si tu regardes qu'une seule et même série tout le temps? Ou je sais pas. Pour moi, en fait, l'opposition binge-watching, et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû définir dès le début du sujet, c'est quand tu regardes 2-3 épisodes par salve comme ça, tu vois. Plutôt par opposition, du coup, à l'hebdomadaire. Alors, j'ai fait un petit sondage sur Twitch, là, le temps qu'on discutait, et les gens m'ont dit, ouais, mais tu vois, t'as pas mis une option que nous, on fait, nous, c'est regarder un épisode par soir. Donc moi j'avais mis, soit vous faites un petit peu des deux, binge-watching et hebdo, soit un par semaine, donc de l'hebdo pur, soit je binge ou rien du tout. Et donc du coup on m'a proposé de faire plus un épisode par soir. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête. Pour moi c'est pas comme ça que j'envisage le binge-watching, ouais. Y a pas une définition de... allons-y. Du binge-watching. Et donc la plupart des gens ont répondu qu'ils faisaient un peu des deux. Ok, voilà. C'est ce que je fais aussi, hein, clairement. C'est suivant, c'est pareil, c'est ce que je fais aussi. C'est suivant la série, je pense, et suivant la diffusion de telle ou telle série. Le binge-watching, ou binge-viewing, ou marathon-viewing, est la pratique qui consiste à regarder la télévision ou tout autre écran pendant de plus longues périodes de temps que d'habitude, le plus souvent en visionnant à la suite les épisodes de même série. À la suite. Pour moi, c'est ça, c'est à la suite, en fait. Mais est-ce que à la suite, c'est tous les soirs, ou pour moi, à la suite, c'est vraiment... t'enchaînes 4 épisodes, tu vois, alors que normalement, t'en aurais maté qu'un. Dans l'idée de binge, c'est quand même que tu enchaînes les trucs. C'est comme binge drinking, en exactement. fait. Exactement, c'est que tu enchaînes les bières, et là, tu enchaînes les épisodes. Donc moi j'aurais tendance à dire que du binge-watching c'est plutôt 2-3 épisodes d'affilée. Et voilà. Mais voilà, tu vois, typiquement, moi j'ai commencé Shogun, j'ai fait un épisode par semaine parce que je suivais, on va dire, de façon disciplinée. Puis au bout d'un moment, moi j'ai été malade et donc j'ai lâché. Mais et donc là j'ai 4 épisodes de retard, plus celui de demain, j'en ai 5. Regardez, mais je vais pas pouvoir tous les enchaîner comme ça, parce que c'est des épisodes qui sont longs, c'est des épisodes sur lesquels il faut se concentrer, donc je vais pas tous les binge-watcher d'un coup, c'est pas possible. Non, c'est chaud, c'est impossible. Donc c'est chaud good même. Et donc du coup, donc du coup, ouais, c'est il y a des séries comme ça qui sont ok pour le binge-watching, je pense, et d'autres où moins, et c'est vrai que le 1 épisode par soir, c'est pas trop mal. Parce que tu dis, ok, j'ai été patient, j'ai attendu, parce que j'aime pas attendre un épisode par semaine. Alors maintenant, mon petit plaisir, c'est que tout est sorti, je vais faire un épisode par semaine pendant 10 jours, enfin un épisode par jour pendant 10 jours, et hop, j'aurais regardé tout Shogun. Non, mais après faut être discipliné. Faut être discipliné, bien sûr, mais si tu compares ça à d'autres choses, tu vas par exemple comparer ça aux jeux vidéo. Tu vas pas dire, oh là là, si, alors, évidemment, techniquement, tu peux dire, je ne joue qu'une heure, mais en général, si tu joues qu'une heure, c'est pour la fatigue, c'est pour le fait que tu as du boulot, c'est pour le fait que tu as d'autres tâches à faire à côté. Mais si tu pouvais, tu jouerais à un jeu vidéo des heures et des heures, et en fait, tu te dirais jamais, oh, j'ai binge gamé mon jeu là, tu vois. Non, si tu relances game sur game d'Apex Legends ou de Fortnite, est-ce que t'es pas en train de binge gamer? Ouais, tu peux binge gamer, mais tu vois, ou un jeu narratif, tu te dis pas, tiens, si tu joues à The Last of Us, tu vas pas te dire, oh là là, dis donc, j'ai trop joué et tout. Alors certes, il y a le plaisir, mais non, le plaisir est toujours là, parce qu'en fait, tu te mets dans une ambiance et tout. Je sais pas, c'est un peu différent, quoi, mais... Autre réflexion, le fait de savoir que la série continuera d'être dispo, ça autorise aussi je la mets de côté, je la regarderai un jour, et au final, je procrastine et je la regarde pas. Et oui, mais non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qui a été traître pour tous les gens qui avaient fait ça avec la série Willow sur Disney+, et qui finalement 2 mois après a quitté la plateforme. Désolé pour eux. Non, c'est... En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. J'aime bien la solution que les gens se sont inventée, qui est le fait d'attendre, mais il y a certaines séries que tu peux pas vraiment attendre. Dont tu peux pas vraiment attendre la diffusion complète. Mais souvent, parfois, c'est pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit ah non, Shogun, je regarde pas. J'attends que tout soit disponible parce que je peux pas attendre. Je fais
mais comment ça? Et moi j'étais là, mais tu sais que là tu peux commencer parce que dans 2 semaines c'est fini. Mais non, il faut que ça soit terminé. Ah d'accord. Bon, Ok. bah, écoute si tu veux. Étonnant, mais ok. Ouais. Mais voilà, c'est rigolo. C'est des modes de consommation qui sont parfois un petit peu différents les uns des Mm. autres, et tant mieux, c'est Oui. aussi fait pour ça. Oui, et c'est pour ça qu'il faut souvent attendre, évidemment, que tout ça, que les gens en fait voient les choses à leur façon, enfin regardent les séries à leur manière, pour que les plateformes communiquent après sur les suites de séries. Parce que tout le monde ne regarde pas en même temps, quoi. Donc, Exactement. Oui, c'est vrai que de plus en plus, il faut attendre quand même. ouais, Surtout sur Netflix, je trouve, on attend de plus en plus ouais. avant de renouveler. Mais il y a Euh, plus ce truc, moi ce qui me manque avec ça, c'est qu'on n'a plus les chiffres exacts. ouais. Alors, d'une, parce que les plateformes ne communiquent plus de la même façon, Mhm. et deux, parce que je sais pas, j'aimais bien le côté oh, regarde, l'épisode 5 de Oui. Game of Thrones, il a fait 20 millions de téléspectateurs, Ouais. ce qui est ouf par rapport à machin. Maintenant, aujourd'hui, tu fais bah ouais, en fait, Il c'est n'y une a plus saison les chiffres. entière, il Enfin, n'y a plus les chiffres, c'est il n'y a plus rien. difficilement comparable, quoi. Et donc voilà, tu peux moins justement te faire un avis aussi sur la qualité d'une saison, sur les trucs, mais bon. Oui, et puis sur la bonne santé aussi de la D'une série, diffusion. bah ça Parce l'est, oui. que, tu vois, par exemple, Westworld, tu le savais qu'à la fin de la saison 4, ça allait pas être renouvelé. Mhm. Parce que tu voyais les chiffres et tu te disais, bon, bah, Ouais, a priori, c'est mort. ouais, Mais si t'es dans l'activisme, entre guillemets, de ça, peut-être que tu peux te mettre vraiment à regarder. Que bien là, sûr. c'est tellement nébuleux, c'est les chiffres de visionnage que... C'est fait exprès, hein, bien sûr, Ouais, mais bien sûr. ouais, bon. Voilà, mais en tout cas, on a hâte d'avoir vos retours, on les a déjà sur Mhm. Twitch, mais n'hésitez pas voilà, à nous dire sur YouTube, sur Dailymotion, ce que vous pensez Grave. de ce mode de consommation, voilà, de Mm. binger, de pas binger, de qu'est-ce que vous préférez. Ouais. Est-ce que vous préférez que les plateformes justement fassent de l'hebdo ou pas du tout? Et dites-le aussi en commentaire, Mm. vous pouvez le faire voilà, avec les plateformes de podcast aussi, donc nous, ça nous intéresse Ouais. beaucoup. Et Voilà. quel est votre mode de consommation préféré et Yes. celui que vous êtes un petit peu créé, parce que je vois que dans le chat, les gens se sont créés un petit peu des petites habitudes de visionnage, et ça fait plaisir à voir. Carrément. Voilà pour le sujet de cette semaine. On va passer au radar des sorties. Je vous ai sélectionné 3 petites choses. Pas de sortie salle, mais 2 sorties streaming. Une sortie streaming sur Canal+, pas Canal+, qui s'appelle Terminal, bienvenue à l'aéroport, qui sort le 22 avril sur Canal+ et MyCanal. C'est par Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi, avec Ramzi Bedia et Camille Chamou, entre autres, dans un marché aérien toujours plus concurrentiel. La plus low cost des compagnies low cost doit se démarquer pour ne pas se cracher. Bon, c'est très du Debbouze dans l'idée. J'ai regardé le premier épisode avant d'enregistrer Ouais. le podcast. C'est pas très bien, quoi. Bon. C'est pas très bien parce qu'en fait, c'est H version aéroport et c'est avec des rires enregistrés parce que c'est enregistré en public. Et chaque minivan, et les vannes sont pas bien, chaque minivan en mode c'est rigolo, il a fait tomber sa valise, et oh là là, il parle comme Jamel Debbouze, mais en fait, c'est pas Jamel. Et tout, tu fais ah, ok. Ouais. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et donc, je C'est le problème des rires enregistrés pour le coup. Ah, mais quel enfer de faire ça en 2024. C'est très étrange, quoi. Ah, c'est un point de vue. Ouais, c'est chaud. Peut-être cette série-là trouvera grâce à vos yeux. C'est le 30 avril que ça sort sur Netflix. C'est Fiasco. Le pitch, c'est Raphaël entame le tournage de son premier long métrage, mais rapidement, les problèmes s'accumulent et le tournage tourne peu à peu au cauchemar. Et pour cause, quelqu'un de l'équipe tente de s'aborder son film de l'intérieur. Ça me chauffe beaucoup plus. Avec Pierre Ninet, François Civil, Mhm. et ça a l'air franchement chouette. Ouais, carrément. Je suis assez chaud pour le coup. Mhm, Donc le 30 pareil. avril sur Netflix, et je vous ai aussi sélectionné une sortie jeu vidéo, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle Manor Lords, qui sort le 26 avril. C'est un jeu de gestion de village médiéval, et en plus de ça, quand vous allez devoir vous battre, il y aura vos petits sbires qui devront faire des batailles rangées façon Total War. Ça a l'air absolument ma boule, et c'est tout à fait ma cam, donc voilà, je voulais vous en parler. C'est la fin du radar des sorties. On va passer au reco, et c'est toi qui prends la parole, Adrien, en premier, Ouais. puisque tu veux nous parler d'une bande dessinée.
Exactement, et pas n'importe quelle bande dessinée, La Route de Manu Larsenet qui a adapté le roman de Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a écrit No Country for All Men, pardon, et plein d'autres bouquins qui ont été adaptés au cinéma. Et La Route a été adapté au cinéma aussi par Excellent John film. Hillcoat. John Hillcoat, ouais, excellent film, porté par Viggo Mortensen. J'ai plus la date exacte de la sortie du film, c'était Je vais fin regarder des ça. années 2000, début 2010. Et 2009. donc La Route, 2009, voilà. La Route est un roman extrêmement dur, extrêmement difficile, que tu as lu aussi, hein, Ouais. et tu as vu le film, Mhm. qui raconte une histoire post-apocalyptique. En fait, Mhm. c'est la Terre est dévastée, mais c'est pas Fallout, hein, c'est pas rigolo comme Fallout, Ah non. c'est tout l'inverse. L'humanité est devenue extrêmement brutale, est redevenue parfois cannibale, est devenue cannibale. On a vraiment un homme et son fils qui vont devoir survivre sur la route. En fait, ils ont un caddie, ils avancent en fait au fur et à mesure difficilement sur des routes de ce qu'on pense être les États-Unis, et ils ont très peu à manger. Ils sont extrêmement maigres. On ne connaît pas leur prénom. Ils s'appellent juste papa, père ou fils, mon fils, etc. Euh, c'est des paysages désolés. C'est vraiment un univers extrêmement sombre, extrêmement noir, où l'humanité est devenue c'est perdu, quoi. Mhm. Il n'y a plus une once d'humanité, sauf chez ces deux personnes-là qui veulent absolument survivre. Et donc Manu Larsenet adapte ce livre-là, que je conseille à tout le monde. Donc je conseille le livre, je conseille le film, et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est des planches superbes que nous propose Manu Larsenet. On sent qu'il a chopé toute l'essence Mhm. du bouquin de McCarthy. Il y a des séquences qu'on attend quand on a lu le livre, notamment des séquences de cannibalisme, hein, je ne vais pas le spoiler, mais voilà. Il y a des choses très très difficiles, Mhm. même à regarder, et pourtant je connaissais, je lis la BD, et c'est... Il y a très peu de dialogue évidemment, Ouais. mais tout te prend tout de suite. Il y a un crayonné qui est assez incroyable. Je suis très mauvais en critique de BD, hein. Je connais pas assez les termes, je suis pas assez bon en bande dessinée pour vous faire une super critique, mais vraiment, c'est une BD coup de poing. Non, non, c'est vraiment une BD qui prend au trip. D'ailleurs, bon, c'est cliché aussi de dire ça. C'est vraiment une BD qui prend au trip parce que on se met tout de suite à la place de ces deux personnages. Il les dessine déjà extrêmement bien. Ouais. Ils ont des traits émaciés. Ils sont vieillis pour le père. Ils sont voilà, et on voit vraiment toute la souffrance dans les yeux, notamment du père, parce que le fils est beaucoup plus jeune, et donc il a encore un peu d'innocence en lui. Mhm. Mais le père, vraiment dans le dessin, on voit qu'il a vécu l'enfer, en fait, Mhm. qu'il n'a plus rien à attendre de l'humanité, sauf que son fils survive. Et jusqu'où va-t-il aller pour que son fils survive? euh, Est-ce qu'ils vont survivre, etc. Ils vont faire des rencontres extrêmement difficiles, extrêmement dures, mais c'est magnifique comme Mhm. histoire. C'est très touchant aussi, mais il faut Faut être t'accrocher. dans un bon mood. Mhm. Voilà, faut pas non plus le lire. Voilà, lisez-le au soleil cet été par exemple, plutôt qu'en plein hiver, dans le dur de l'hiver, quoi. Mhm. Voilà, mais je le conseille, c'est vachement bien. Moi, on me l'a offert. Ouais. Bon, je connais pas le prix, j'ai pas regardé le prix voilà, j'aime pas regarder les prix des choses qu'on m'offre, mais voilà, je sais pas combien elle coûte, elle doit pas coûter extrêmement cher, Mhm. et autour de 20 euros, j'imagine. Mais c'est une super BD. Vraiment, allez-y, c'est un bon pavé. Un beau petit pavé, ouais. Est-ce que je l'ai là? Je vais vous la ressortir après, mais en tout cas, voilà, Ouais. Non, mais elle est moi, superbe. c'est un bouquin que j'adore, c'est un film que j'adore, et cette BD, j'en ai entendu parler bah, justement via les interviews que Larsenet a fait, Ouais. et ça m'a tout de suite donné envie. Et je me suis dit, ok, ben, il faut que je me l'achète. Et le fait que tu nous en fasses une reco aujourd'hui, ça donne grave envie. Et donc, je vais aller me chercher ça bientôt. Allez. Très cool. Donc ça, c'était La Route aux éditions Dargo. d'Argo. Si je me trompe pas, c'est Dargo, ouais. Yes. Moi, je voulais me joindre à toi sur ta critique de The Creator, que tu nous as fait il y a 2-3 semaines. Oui. Film de Gareth Edwards. Gareth Edwards, qu'on connaît... bon, on connaît le plus désormais pour Rogue One, hein, Ouais. mais pour plein d'autres choses aussi. C'est son dernier film qui est sorti en 2023, qui n'a pas fait un tonnerre au box-office, et pourtant, il aurait bien mérité d'être un petit peu plus vu, je pense, ce film. Déjà parce que, bon, je vais pas refaire le synopsis, hein, mais c'est dans une
dans une Terre qui se passe en 2065. Du côté de l'Ouest, on a banni toutes les IA, et du côté de l'Est, justement, on les accueille. Et les États-Unis organisent en fait des missions coup de poing, justement pour faire en sorte d'arrêter qu'il y ait des laboratoires d'IA du côté de l'Orient. Et on suit du coup le personnage de John David Washington, qui est un petit peu parachuté là-bas, et qui va être mis dans une situation un peu complexe, puisque lui a perdu sa femme qui était enceinte, et il retrouve en fait une gamine qui se trouve être sans doute une arme ultime pour les IA, et lui doit la détruire. Et donc évidemment il va développer on va dire des questionnements et des états d'âme. Spoil pas trop, voilà. Après, je pense que c'est bien. Non mais déjà c'est bien. Ouais. Et t'as vu, un peu compliqué à résumer quand même The Creator. C'est difficile, hein. Franchement. Difficile, moi, je me souviens quand on en avoir parlé dans le radar des sorties et avoir galéré un petit peu à vous parler de ça. Ouais. Parce que même le film, je trouve, se perd un peu au début. Oui, mais en fait, c'est ce que je lui reprocherais à ce film, c'est qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il n'est pas si long que ça, hein, il dure 2h15, mais je trouve que autant il y a des moments où il réussit à mettre en place des trucs par petites touches et par petits flashbacks et par petits trucs comme ça, autant il y a des moments où il s'appesantit un petit peu trop sur certains trucs, et où ça... En fait, le rythme du film est un petit peu distendu par moments. Oui, clairement. Et donc là-dessus... moi j'ai passé un vraiment bon moment devant ce film. C'est pas le film de l'année 2023, mais moi j'ai été sur le cul de la production en fait de ce film. Le film coûte 80 millions de dollars sur son budget de production, et il arrive à faire des trucs qui sont plus beaux par moment que les trucs qui en valent 250, tu vois. Ouais. Et ça, rien que pour ça, alors je sais bien que ça vaut pas pour critique d'un film, mais je pense que rien que pour ça mérite d'être vu. Si, ça vaut le coup, parce que vu ce qu'on nous produit, ce qu'on nous vend aujourd'hui, je pense que ça vaut le coup de le voir pour ça. Voilà. Et c'est vrai que, alors, on va dire que c'est une création originale. Alors bon, elle est vraiment extrêmement inspirée de beaucoup de choses. C'est une espèce de pot pourri de beaucoup d'influences, mais je trouve que il réussit quand même à se créer une petite identité. Et moi, à la fin, j'ai été quand même assez ému par le parcours des personnages. T'as été cueilli ? Un peu, voilà, je me suis laissé avoir. Mais non, vraiment, là-dessus, moi j'ai passé un bon moment, et je voulais vous le dire, parce que c'est disponible sur Canal, et c'est disponible un petit peu partout maintenant. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas encore vu, quoi. Carrément, et Gareth Edwards, on rappelle qu'il sera le prochain réalisateur de Jurassic Park, Jurassic World. Donc et ça donne grave envie pour le coup. Mais oui. Parce que quand tu vois ce qu'il est capable de faire avec 80 millions de dollars, tu te dis que il a peut-être... Bon. Lui, plus Scarlett Johansson en tête d'affiche, ça peut être un énorme film quand on y pense. Ouais, clairement, ça peut être super. J'espère juste qu'on lui laissera faire un petit peu ce qu'il a envie de faire. C'est Universal, Jurassic Park. C'est Universal, le problème c'est que ils n'ont pas décalé la sortie du film, donc j'ai peur que ça soit très rushé quand même comme projet. Peut-être. Et voilà, et puis je me joins aussi au concert de louanges autour de la série Fallout. Parce que moi j'ai regardé du coup la moitié de la série en 2 jours, et c'est très très chouette. Vraiment, pour un néophyte que je suis de la saga de jeux vidéo, franchement, c'est du tout bon. Peut-être un tout petit peu moins intéressé par ce qui se passe du côté du personnage de Maximus, très honnêtement. Oui, c'est plus faible pour moi. Ouais. C'est assez faible dans l'épisode 1, et c'est assez faible jusqu'à l'épisode 4, je trouve. Je regardais d'ailleurs une critique, pas une critique, une interview de Jonathan Nolan et Todd Howard. Todd Howard, qui est le créateur de Fallout, plus ou moins, chez Bethesda Studio. Ouais. Et l'intervieweuse c'était chez IGN aux États-Unis, lui disait: c'est rigolo parce que vos 3 personnages principaux, en fait, c'est comme des personnages de D&D, de Donjons et Dragons. Il y a le chaotique avec la Goule, il y a le comment ça s'appelle, le super bon avec le loyal bon avec Lucie, et l'autre neutre avec Maximus, qui est un peu entre les deux et qui fait des choix parfois un peu douteux et en même temps très cool, etc. quoi. Mais voilà, mais c'est un peu ça cette série, c'est un trio qui fonctionne comme ça, quoi. Ça. Et donc Maximus forcément mécaniquement est moins intéressant parce qu'il fait des choix moins cool aussi, quoi. Maximus, j'attends qu'il se révèle sur la suite de la saison, pour être très honnête, parce que... Non, n'attends pas. Tant pis. Parce que je trouve que c'est un peu décevant, pour le coup. Ouais, mais il se regarde bien, ça va, c'est ok, mais c'est juste, c'est un peu plus faible, quoi. Mais regardez Fallout. Regardez Fallout, c'est validé aussi de mon côté. Voilà pour cet épisode 44.
Et oui, c'est la fin. De Pop déjà la fin. News. C'est la C'est fin. déjà la fin. Et oui, c'est oh, la qu'est-ce fin. qu'est-ce que le temps passe vite quand on on s'amuse. s'amuse. Et on a tenu 1 heure, c'est bon, on est fort quand même là-dessus, j'aime bien. À chaque fois, on arrive à faire Fort. des épisodes d'1 heure et c'est nickel. Je Mais, pense que tient. et c'est rigolo parce que chaque semaine, je me dis, oh, il n'y a pas trop de news cette semaine. Et chaque Ouais, t'as semaine, vu quand même, on réussit à faire une heure d'émission et ça, c'est beau. Ça fait plaisir. C'est Alors, grâce à vous. c'est grâce à vous, évidemment. N'oubliez pas, si vous appréciez Pop News, dès que vous nous voyez quelque part sur une plateforme, le like, c'est obligatoire. Déjà, Tout le temps. ça, on discute Tout le pas. temps. Voilà. Le commentaire, si ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Et puis l'abonnement sur les différentes plateformes, ça fait évidemment un grand plaisir, un grand bonheur. Rejoignez-nous sur Discord si vous voulez discuter avec la communauté rapprochée, ainsi que sur Ko-fi si vous voulez donner un petit peu d'argent et cofinancer cette émission. Ça fera évidemment un grand plaisir à nous tous. Et rappel, même si je l'ai dit en début d'émission, la semaine prochaine, le live est organisé mardi soir et pas lundi soir exceptionnellement. Et puis on se retrouve du coup le 30 avril à 20h30 pour l'épisode 45 de Pop News. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Salut à tous.